Le Nevada, c'est un état désertique à l'ouest des États-Unis, que vous connaissez sûrement parce qu'on y trouve Sin City, aussi connu sous le nom de Las Vegas, ou juste Vegas. Et à part ça, c'est un endroit en apparence tranquille. En apparence seulement. Et je vais vous dire pourquoi. 928, c'est le nombre de bombes nucléaires qui ont explosé ici, juste derrière ces montagnes. Et oui, je sais, ça fait beaucoup. Et pour cause, l'endroit dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celui sur Terre qui a connu le plus de bombardements atomiques dans l'histoire de l'humanité. Mais c'est pas tout. C'est aussi caché dans ces montagnes qu'on trouve la très célèbre Zone 51, la base militaire top secrète connue parce que le gouvernement américain y aurait caché des restes extraterrestres, dont des soucoupes volantes. Mais ça, on l'a déjà filmé sur la chaîne. Et cette fois-ci, c'est sa petite sœur, la Zone 52, qu'on va aller espionner. Parce qu'il s'y est passé des choses pas très clean non plus. Et puis ensuite, je vous raconterai ce qui s'est déroulé ici, juste derrière la Zone 52, et ce qui a poussé les Américains à pilonner cette terre de bombes nucléaires et les conséquences dramatiques que cela a eu. Bon, là je me dirige vers un point de vue normalement sur lequel on va pouvoir voir la zone 52. Elle est juste derrière cette butte et normalement on devrait avoir un bon aperçu de la base militaire et peut-être de ses secrets. Ça y est, j'approche bientôt du sommet. J'ai posé la voiture là-bas en fait, je viens de grimper tout ça. Alors le moment de vérité. Parfait, regardez ça. Et voilà la fameuse zone 52. Donc ça c'est les premiers bâtiments d'entrée, c'est là que le premier checkpoint se fait. Et en fait la vraie zone 52, c'est ce qui est là-bas. Bon, là vous avez peut-être cru qu'on allait se contenter d'un plan zoomé, de quelques photos et passer à autre chose. Mais on va essayer de faire mieux que ça. Dans mes affaires j'ai une petite jumelle qui est pas trop mal, et avec laquelle j'ai déjà pu espionner la zone 51. Donc je la sors, je me pose en mode furtif, et je commence mon observation de la zone 52. Au début il se passe pas grand chose. Pas mal de hangars, des bâtiments, une tour de contrôle, et puis un premier truc attire mon regard. C'est un gros convoi de camions. On dirait des camions-citernes qui vont sûrement ravitailler l'aéroport de la zone 52 et tous les véhicules qui s'y trouvent. Et au bout d'une bonne demi-heure allongée à observer ce qui se passe dans la base, voilà sur quoi je tombe. Je le vois qui s'apprête à décoller. J'espérais en voir un, mais j'étais pas vraiment sûr de la chance que j'aurais de tomber dessus. L'avion que vous voyez là, il appartient à la compagnie Janet. En fait, je dis appartient, mais c'est faux, parce que cette compagnie n'existe pas. Et son nom non plus. Officiellement du moins. Et pour cause, la compagnie Janet n'a ni logo ni marque, seulement une bande rouge au niveau des hublots sur le côté du fuselage. Et même si le gouvernement américain ne reconnaît pas officiellement son existence, il l'utilise bien, parce qu'elle serait détenue par l'US Air Force qui s'en sert pour transporter les employés, les sous-traitants militaires et tout le personnel habilité à pénétrer dans certains endroits, comme la zone 51 et la zone 52. En fait, les vols partent depuis un terminal avec accès restreint depuis l'aéroport de McCarran à Las Vegas, et grâce à ça, les employés sont sur zone en une vingtaine de minutes. Mais on voit bien que la question dérange. Who could you point me to at the base who could give me some information? Okay, what I want to tell you right now, you're trespassing on private property. Is it government property or is it just private? No comment, you're trespassing. Who you trying to kid, bud? Et en fait, la nuit, le parking du terminal est presque désert. Mais le jour, c'est complètement full. Ça témoigne du nombre de personnes qui se rendent à la zone 51, la zone 52 et les 2 ou 3 autres endroits top secrets desservis par ces avions. Au risque d'en décevoir certains, on voit sur ces clichés que c'est pas vraiment des Men in Black qui montent dans les avions, mais plutôt des gens comme vous et moi. Même si après, y a pas besoin de porter un costume pour enquêter sur des soucoupes volantes, n'est-ce pas? Et ce qui est dingue, c'est que comme tous les avions de Janet ont des transpondeurs, un système GPS pour être suivi. Et regardez ça, quand on les suit sur ce site de flight tracking, on les voit décoller normalement depuis Las Vegas, mais quand ils rentrent dans le périmètre de la base, pouf, ils disparaissent. Ce qui est sûrement dû au fait que l'espace aérien est restreint et que le site est classé secret défense. Et alors ça va peut-être vous faire sourire, mais pour équiper leur flotte, l'US Air Force et le gouvernement américain ont racheté des vieux Boeing 737 à Air China pour les reconvertir en avions de Janet. Peut-être que grâce à ça, les Chinois sont donc les seuls à savoir s'il y a des extraterrestres à la zone 51. À vous de me dire ce que vous en pensez. Ces bâtiments là, ça fait vraiment penser au laboratoire Dawkins là dans Stranger Things. Ils ont créé un portail multidimensionnel pour aller dans l'Upside Down. Une architecture en mode gros labo américain, bien secret, circulé, y a rien à voir. Bon, maintenant faut que je vous explique. Oppenheimer et le projet Manhattan, c'était que le début. Hiroshima et Nagasaki, pareil. Après la réussite de l'opération, la commission de l'énergie atomique doit trouver un nouveau site dans l'ouest des États-Unis qui servirait de champ d'essai balistique pour des armes nucléaires non armées. Pour faire simple, ils voulaient tester des bombes nucléaires à blanc, sans charge, avant de faire des tests grandeur nature avec de vraies bombes, au plutonium et à l'uranium cette fois-ci. Évidemment, ils se sont heurtés à pas mal d'objections, notamment à cause de la densité de la population sur la côte ouest, sauf ici, dans cette partie du Nevada, l'un des états les moins peuplés des États-Unis. Ça correspond parfaitement parce que c'est bien isolé, il pleut presque pas,
donc pas de radiation qui ruisselle, et puis c'est à l'abri des regards. Et donc en 1956, Sandia National Laboratories, un labo qui appartient au département de l'énergie américain, a commencé à construire des infrastructures. Un an plus tard, la première bombe nucléaire factice est larguée et le Tonopah Test Range, aka la zone 52, est officiellement né. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi on a appelé ces endroits la zone 52 et un peu plus au sud la zone 51, c'est en fait le système utilisé par l'US Air Force pour désigner les zones spécifiques du Nevada Test Site qui regroupe la totalité du complexe militaire. Les grandes pistes d'avion que vous voyez là ont plusieurs usages. L'armée l'a d'abord utilisé pour livrer du matériel et set-up la base, parce que je sais pas si vous en rendez compte, mais on est vraiment au milieu de nulle part, en plein désert, et la base est tellement immense qu'il m'a fallu 8 ou 9 heures de voiture pour faire tout le tour. Mais la zone 52, c'est aussi un endroit où il y a eu beaucoup de tests concernant des avions furtifs et des programmes d'entraînement top secret qui ont eu lieu. En fait, pendant la guerre froide, pour des raisons de sécurité et de secret défense, ils ont déplacé depuis la zone 51 une unité secrète de l'US Air Force, qui s'appelait les Red Eagles, à la zone 52, parce qu'elle offrait un cadre plus discret et qu'elle permettait de continuer ses opérations tout en préservant le secret, et vous allez comprendre pourquoi c'était important. La mission du programme des Red Eagles, c'était de tester et d'entraîner des pilotes américains sur des avions de chasse soviétiques qui avaient été capturés en opération pour que, en cas de conflit avec l'URSS, ils puissent bénéficier d'un avantage considérable, étant déjà préparés à leur technique de vol et de combat. Et les gars des Red Eagles n'étaient pas les seuls à bosser ici, parce que pendant ce temps-là, le géant de l'armement américain, Lockheed Martin, développe le F-117, un des premiers avions furtifs développés pour avoir la signature la plus réduite possible. Et c'est d'ailleurs à cause de sa forme triangulaire qu'il a déclenché une vague de signalements d'OVNI dans les années 80. Et quand on voit son style, c'est logique que les gens le prennent pour un vaisseau extraterrestre. J'en ai pas vu ce jour-là, mais sur ces clichés, vous pouvez voir des F-117 Nighthawks qui sont stationnés dans les hangars, et voilà à quoi ça ressemble en vol. Et aujourd'hui, il se dit qu'il y a peut-être des rumeurs parle du SR-72 qui est une espèce d'avion drone qui pourrait avancer à la vitesse de plus de 3500 km/h, donc un truc de malade. Je crois que c'est Mach 6, quelque chose comme ça. Ça laisse un peu imaginer les proportions de la technologie et de ce qui est faisable. On va voir si c'est possible de filmer discretos. Un petit checkpoint juste là. C'est les mêmes caméras que la zone 51. Bon, en même temps, c'est la même base. Hein. C'est juste un endroit différent dans la base, mais... Bon, ils préviennent évidemment, pas de photos, pas de drone, chose que j'ai pas forcément respectée. Et puis là, il y a le petit badge check. Là, il y a un mec qui rentre. Ça sort de sa caisse. Ça discute. Allez, c'est parti, maintenant on va aller au Nevada Test Site, qui est le côté nucléaire de la base. Maintenant que je vous ai parlé de la zone 52, on se dirige vers le sud. Je vous l'ai dit en début de vidéo, mais ce que vous voyez derrière ces collines, c'est l'endroit qui a reçu le plus de bombes nucléaires sur la planète. Pour des raisons évidentes, l'accès est restreint. Donc impossible de m'approcher pour vous montrer en live à quoi ça ressemble. Mais regardez un peu ce gruyère, truffé d'impacts et de cratères. Vous comprenez maintenant pourquoi on parle de l'endroit le plus bombé de la planète. En fait, quand le Japon se rend en 1945, après les 2 bombes atomiques, les États-Unis ont un nouvel opposant, les Soviétiques, qui grâce à un traître, Klaus Fuchs, ont reçu des informations leur permettant de fabriquer une bombe et de réussir leur premier essai nucléaire. La course doit donc reprendre pour perfectionner l'arsenal nucléaire américain et conserver l'avance acquise. Au début, les Américains ont commencé avec leur série de tests dans les îles Marshall, reprise aux Japonais sur l'atoll de Bikini. Oui, ce nom vous rappelle peut-être comme moi un bon souvenir d'enfance. Difficile de passer à côté des nombreux rêves des créateurs de Bob l'éponge et à ce monde merveilleux Bikini Bottom, où les personnages se comportent et se transforment de manière assez étrange. Peut-être comme s'ils avaient abusé un peu de la fission de l'atome. Mais sauf que dans la réalité, l'histoire est beaucoup moins drôle qu'à Bikini Bottom. Pour voir en détail les effets d'une bombe atomique sur les infrastructures militaires, l'armée a commencé avec une première bombe nucléaire qu'ils ont larguée à 158 mètres d'altitude, sauf qu'elle n'a pas eu les effets escomptés sur les navires test. Du coup, logique, ils ont recommencé, un test sous-marin avec une nuque immergée cette fois-ci. Ces images, vous les connaissez sûrement, le résultat est sans appel, énorme champignon nucléaire, beaucoup de navires test détruits et des retombées radioactives massives. Et 8 ans après, récidive avec l'opération Castle Bravo, la plus grande bombe à hydrogène jamais testée par les États-Unis. La fameuse bombe H, beaucoup plus destructrice qu'une bombe atomique, sauf que les scientifiques se trompent dans la conception, un problème de dosage et de calcul, le lithium utilisé surréagit, l'arme est 3 fois plus puissante que prévu, 15 mégatonnes au lieu de 5, 1000 fois la puissance d'Hiroshima. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. À 160 km du point d'impact de cet énorme nuage, 23 hommes pêchent tranquillement. Il est 6h45 du matin et leur journée vient de commencer. Ils sont à bord du Daigo Fukuryu Maru, le dragon chanceux en japonais. Ils ne se doutent de rien, mais soudain, à l'horizon, une lumière surgit. Un flash brillant suivi d'un terrible grondement. Quand j'ai vu le flash, c'est comme si le soleil s'était levé à l'envers. Une lumière aveuglante suivie d'un silence étrange. Ensuite, un bruit assourdissant est arrivé, comme une vague, et le ciel s'est obscurci, comme si le monde entier brûlait. Quelques minutes plus tard, une pluie commence à tomber. Mais cette pluie est particulière, c'est comme une poussière blanche. Elle recouvrait tout, mes bras, mes jambes,
même nos visages. On pensait que c'était de la cendre volcanique, mais elle était chaude et collante. Je l'ai goûtée par curiosité, elle avait un goût amer, métallique. Les 23 marins ne le comprennent pas encore, mais ils viennent d'être gravement irradiés par le blast de l'explosion de Castle Bravo. Les jours qui suivent, les pêcheurs tombent gravement malades. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. En rentrant au Japon, ils sont rapidement diagnostiqués du syndrome d'irradiation. Et quelques mois plus tard seulement, la première victime succombe. Suite à cette énorme bavure, le Japon, encore sous le choc d'Hiroshima et de Nagasaki, va s'opposer aux États-Unis en demandant l'arrêt de ces tests. C'est aussi à ce moment-là que le monstre Godzilla, que vous connaissez sûrement, est créé. Cette créature marine préhistorique réveillée par les essais nucléaires du Pacifique. C'est comme un symbole du pouvoir destructeur des radiations et de la peur du nucléaire incontrôlé. Mais le dragon chanceux, qui porte bien mal son nom, ne sera pas la seule victime. Cette série de tests sera dramatique pour les habitants de l'atoll de Bikini. Avant les essais, l'armée les déplace sur d'autres îles alentours pour leur, dit-on, le bien de l'humanité. Mais la contamination est telle que, malgré plusieurs tentatives de réinstallation, les terres de Bikini restent inhabitables, et elles le sont encore aujourd'hui. Plus de 70 ans après, les sols sont toujours contaminés par les radiations. Impossible d'y cultiver quoi que ce soit, mais le pire c'est pour les habitants, parce que malgré les précautions, et après avoir été chassés de chez eux, ils subissent eux aussi, les années après, les effets dévastateurs des radiations. Brûlures, cancers et malformations. Côté américain, à l'époque, on réalise rapidement que ces tests ont des coûts logistiques trop importants et on décide de se rabattre sur le Nevada. Mais le gouvernement n'attend pas la fin du programme dans les îles Marshall, il commence dès les années 50 et c'est vraiment pas jojo. Cette fois-ci, c'est pas les habitants de l'atoll qui vont trinquer, mais c'est les soldats américains eux-mêmes. Alors oui, au début, ils utilisent des mannequins qui mettent dans de fausses habitations pour simuler les dégâts. C'est hyper impressionnant et même assez glauque de voir des fausses familles en plastique tout sourire avec le style vestimentaire de l'époque placé dans ces maisons juste avant qu'elles se prennent un blast nucléaire dans la gueule. Mais au moins pour l'instant, pas de victimes. Sauf que rapidement, sous couvert de vouloir préparer ses propres troupes à combattre sur un champ de bataille nucléaire, les dirigeants américains installent des soldats dans des tranchées, font exploser des bombes nucléaires et les envoient au charbon pour se placer seulement à quelques kilomètres du lieu de l'explosion, pour en observer ensuite les effets. Ces soldats, on les appellera plus tard les vétérans de l'atome, parce que beaucoup vont souffrir des effets des radiations. Et comme à Bikini, cancer, malformations respiratoires et tout ce qui va avec. Et ils seront pas les seuls. Il y a aussi ce qu'on appellera les downwinders, littéralement ceux qui vivent sous le vent des sites d'essais nucléaires et qui se ramassent les retombées de manière passive en tondant la pelouse tranquillement le dimanche matin. Au total, entre 400 et 500 000 militaires et civils américains seront contaminés par les retombées radioactives. Là, j'arrive à l'endroit le plus proche du champ d'essais nucléaires qui soit accessible au public. Logiquement, on voit rien. J'essaie quand même de faire monter le drone le plus haut possible malgré les interdictions des panneaux, mais sans succès. La distance est trop importante et le drone est bridé à 500 mètres d'altitude. Dommage. Là, on a fait le tour de la base et on est arrivé vers le sud. La petite ville que vous voyez là-bas qui est interdite d'accès, qui est juste là, c'est la ville de Mercury. Et en fait, c'est là que toutes les opérations administratives se passaient en termes d'essais nucléaires. Voilà, et donc ça, c'est la route qui mène jusqu'à Mercury. Donc ça, c'est le petit panneau qui témoigne de l'importance de la zone. Un des stigmates les plus importants de la guerre froide, c'est ce qu'ils disent ici. Et donc que leur labo, en fait, était situé dans cette zone de 1300 square miles et dans les vallées qui sont derrière. Vous l'avez compris, les années passent et l'opinion publique commence à prendre conscience de l'impact des tests atmosphériques, ceux qui sont réalisés en plein air. Et pour cette raison, en 1958, les trois grandes puissances nucléaires de l'époque, qui sont le Royaume-Uni, l'URSS et les États-Unis, signent un moratoire international, donc une sorte de trêve nucléaire. Et pendant sa durée, aucun essai n'est réalisé. Mais bon, ne vous emballez pas, la trêve nucléaire va seulement durer 3 ans. En 61, à cause des tensions, les Russes s'assoient sur leurs engagements en faisant péter la plus grosse bombe thermonucléaire jamais conçue sur notre planète. 8 mètres de long, 27 tonnes, la Tsar Bomba, 3800 fois la puissance d'Hiroshima, tout est rasé dans un rayon de 35 km. Le souffle détruit les fenêtres d'habitation situées à plusieurs centaines de kilomètres du point d'impact. Le flash de l'explosion est quant à lui visible à plus de 1000 km. Vous imaginez? C'est comme si la bombe explosait à Lille et qu'on la voyait jusqu'à Marseille. Et le nuage, il monte jusqu'à 60 km d'altitude et atteint la mésosphère, la couche de l'atmosphère où les astéroïdes et les débris de fusées se désintègrent. Évidemment, vous vous doutez que la communauté internationale n'est pas ravie de cet exploit. Et les grandes puissances vont signer un nouveau traité qui interdit les essais nucléaires atmosphériques. Et à partir de là, la majorité des tests qui seront faits ici au Nevada seront faits sous terre. Mais c'est pas ça qui poussera les Américains à réduire la cadence. Et c'est même le contraire, parce qu'ils feront par la suite plus de 820 tests souterrains nucléaires. Et en principe, si la profondeur est suffisante, ce procédé évite les rejets de matières radioactives. En principe seulement. Parce que de nombreux tests laisseront échapper des fuites radioactives et pas sans conséquences sur les populations et les travailleurs. Mais heureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Le mur de Berlin tombe en 89, le dernier essai nucléaire américain a lieu en septembre 92, et avec la fin de la guerre froide, des accords sont signés pour renforcer la transparence et la coopération dans le domaine des essais nucléaires, et accessoirement pour éviter un incident nucléaire majeur ou une mauvaise interprétation. Et la zone 52 dans tout ça? Eh ben, Sandia National Laboratories reste très vague sur son usage actuel. Elle servirait de soutien pour des programmes d'armement du ministère de l'énergie,
D'après les recherches que j'ai faites, en fait, elle serait toujours utilisée pour des tests d'avions furtifs et aussi pour faire du stockpile stewardship. C'est en fait la capacité à maintenir et tester l'arsenal nucléaire sans faire de tests physiques grâce à des simulations informatiques. Ça permet d'évaluer l'état des têtes nucléaires, d'évaluer leur comportement et de garantir leur capacité à être opérationnelle en cas de besoin. Voilà, vous savez tout ou presque sur les petits secrets de la zone 52 et des essais nucléaires américains. J'ai aussi filmé la zone 51 si vous voulez voir cette nouvelle aventure, c'est juste ici, et à plus pour la prochaine vidéo. Ciao!